bienvenue à Micro-Info. Aujourd'hui, Luc Fortin nous emmène à la pêche, Yves Rochefort nous ensevelit sous une récolte abondante de jeux, Ghislain Lévesque nous montre comment trouver une destination voyage sur Internet avec les outils de recherche, et moi, je recevrai un représentant de Cali qui nous montre comment jouer via Internet aux jeux les plus populaires. Bonjour Luc. Bonjour François. Aujourd'hui, on parle de jazz. Oui, on va parler du tape iOmega, qui est un lecteur 1 GB ou 1 gigaoctet qui peut stocker de l'information. Alors, ce nouveau lecteur qui est sorti, qui est le grand frère finalement du zip drive, permet de stocker beaucoup d'informations. La manière que ça fonctionne, c'est très simple. C'est à peu près comme le zip drive, sauf que c'est 10 fois plus gros. Alors, c'est un périphérique SCSI externe que j'ai branché ici, qui s'est détecté automatiquement par l'ordinateur. Avec Windows 95. Avec Windows 95. Alors, tout ce qu'on a à faire, tout simplement, comme le zip drive, on clique tout simplement dessus et on voit tous nos fichiers. Ce que j'ai mis ici pour faire une démonstration, c'est le jeu. C'est pas un jeu, c'est un CD qui était fait pour la visite du Québec. Alors, j'ai tout copié le CD au complet sur le Jazz Drive et il y a encore amplement d'espace pour mettre n'importe quelle autre chose. OK. Ce lecteur-là, est-ce que ça se détaille très cher? Le lecteur vaut environ 1200 $ et les cartouches environ 150 $, dépendamment toujours de où on va les acheter. Mais l'avantage qu'on va avoir avec ça, c'est qu'on peut stocker beaucoup d'informations. Et les gens qui ont beaucoup de données, soit de l'image ou du vidéo ou du son, peuvent stocker ces disquettes. C'est comme des grosses disquettes finalement. C'est à peu près un petit peu plus grosse qu'une disquette 3 pouces et demi. On met ça à l'intérieur et on est capable d'avoir 1 gigaoctet de données. Comme vitesse de lecture, ça se compare à quoi par rapport à un CD-ROM? On sait qu'un CD-ROM, bon, un 4X, un 6X, un 8X, on peut le lire facilement. Mais si, mettons, je transférais un CD sur ce type de disquette-là, est-ce que ça lirait à quelle vitesse? Ça lit très rapidement. Moi, avec la carte SCSI que j'ai été capable de lire beaucoup plus rapidement que mon 6X et le jeu runait très bien là, en plein écran. Alors, c'est vraiment simple d'utilisation et c'est très rapide. Alors, c'est peut-être le moyen de stockage présentement le plus gros sur le marché. Luc, qui doit-on remercier pour le prêt de ce lecteur? On aimerait remercier Patrick Brunel de chez SMI sur la Première Avenue à Québec là, qui nous a prêté ce lecteur jazz. Maintenant, on part à la pêche. Oui, là, on a un logiciel au magasin qui s'appelle Gone Fishing, qui est un logiciel de pêche. Alors, on va rentrer dedans immédiatement. C'est un logiciel qui est très bien fait et qui nous amène vraiment à la pêche. Alors, ça ici, c'est l'introduction du jeu et c'est vraiment là, comme si on s'en allait à la pêche. Est-ce qu'on a besoin d'une canne à pêche virtuelle? Pas vraiment, non. Tout est inclus dans la boîte. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de démarrer un nouveau parti et on part. Donc, on s'en va à la pêche. Première chose qu'on a à faire quand on s'en va à la pêche, c'est d'aller chercher nos équipements. Donc, on s'en va ici dans le bateau et on vient acheter nos leurres, tout simplement. Donc, on va regarder les leurres qu'on a de besoin. On va en prendre un set ordinaire ici. Donc, une fois qu'on a sélectionné nos leurres, on peut venir ici et on ressort. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en aller sur le quai pour aller chercher notre bateau. Alors, on ouvre notre carte et là, ici, on voit le lac. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de se choisir un endroit pour venir pêcher, exemple ici. Et avec ma souris, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir indiquer qu'on vient pêcher ici. Ensuite, on prend notre moteur et on y va. Donc là, on se déplace sur le lac. Le lac est un lac réel, c'est en Ontario, c'est dans le coin du lac Ontario. Alors, on se déplace avec notre chaloupe et on arrive sur les lieux. Donc, une fois qu'on est arrivé sur les lieux, deuxième chose qu'il faut faire, c'est de choisir notre leurre. Donc, ici, on a nos leurres qu'on peut choisir. Donc, on a plusieurs leurres. Exemple, si je prends ça ici, OK. Et ensuite, on s'en va sur le lac. Donc, on arrive sur le lac, où est-ce qu'on est. Et c'est comme à peu près comme le but du golf. Donc, tout ce qu'on a à faire au départ, c'est de lancer notre canne. Donc, on se prépare et on lance notre leurre. Alors, je l'ai lancé assez loin. Et là, ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de reeler. Donc, on reel lentement. Là, on peut rouler plus vite, on peut rouler moins vite. Donc, si je me mets au bout, là, ça reel très vite, mais il y a bien des chances qu'on ne pogne pas de poisson. Dans le fond, c'est un vrai sim pêche. Oui, c'est un simulateur de pêche complètement. Alors, ici, nous avons pêché un petit doré de 8 onces ou de 8 pouces. Alors, on va le remettre à l'eau parce qu'il n'est pas vraiment long. Donc, on peut les remettre à l'eau. Et là, j'en ai pris une photo pour être bien sûr, là, si je pogne un requin, que les gens voient que j'ai pogné un requin. Justement, toi, quel type de poisson t'as pogné? Il était gros comment? J'ai pogné un poisson vrai gros comme ça. T'es sûr? Gros comme ça. OK, en terminant, on parle d'un nouveau type de tapis de souris high-tech. Oui, c'est 3M qui a développé ce qu'on appelle un tapis de précision. Alors, c'est un tapis qui permet de bouger la souris et d'être très précis. Ce tapis-là, 3M l'a développé pour le fun. Ça a coûté 18 millions. Le tapis est assez cher en magasin. On parle des alentours de 18 $. L'avantage qu'on a avec ça, le tapis, c'est qu'il est très mince. C'est à peu près épais comme une feuille de papier et qui est très précis à bouger la souris. Il n'y a aucun accroc dedans. Alors, c'est beaucoup plus précis que les autres tapis qu'on pourrait retrouver normalement dans les magasins.
Luc, on te remercie. On se revoit la semaine prochaine. On parle, je crois, d'équipements de bureau. On a eu des questions sur Internet pour les fax, alors on va parler de plusieurs sortes de fax. OK, merci, Luc. On part à la recherche d'une destination voyage avec Ghislain dans quelques instants. Bonjour, Ghislain. Bonjour, François. Aujourd'hui, on parle d'outils de recherche. Quels sont les types d'outils de recherche qui existent? Il y en existe différentes sortes. Les principaux outils nous permettent de faire de la recherche soit par mots ou d'autres, comme Yahoo, nous permettent de faire des recherches par thème. On va regarder Alta Vista. C'est ça, oui. Dans quelles ressources on peut aller chercher notre information? Bien, ici, dans Alta Vista, si on regarde à l'écran, on a une zone qui s'appelle Search. Alors, on a la possibilité de rechercher dans le web, dans le Usenet, au niveau des groupes de discussion. On a certains outils qui nous permettent aussi de rechercher des adresses email, comme l'adresse d'une personne à qui on voudrait écrire, par exemple. OK. Si j'aimerais consulter un site, par exemple, qui parle de vacances au Québec, comment on ferait une recherche? OK. Donc, avec Alta Vista, il y a 3 zones de disponibles. Premièrement, il faut choisir à quel endroit on veut faire notre recherche. De quelle façon on veut avoir les résultats. On a différents modèles possibles. Standard Form et puis Detailed Form, c'est le titre avec une légère description et je peux avoir le format compact où j'aurai seulement que le titre. Par la suite, dans la zone qui est juste en dessous, j'ai la possibilité d'écrire ma recherche. Par exemple, vacances. Okay. Quand on utilise 2 mots, comme mettons, on va utiliser vacances et Québec, il faut mettre un opérateur booléen qu'on appelle? C'est ça. Alors, un opérateur booléen, c'est la possibilité, justement, d'utiliser un opérateur qui va retourner une valeur vraie ou fausse. Et les opérateurs sont disponibles en anglais sur Alta Vista. Sur d'autres sites francophones, on peut les écrire en français. Donc, vacances et and Québec. Et par la suite, je peux faire Enter ou cliquer sur Submit pour soumettre ma requête. Ça peut prendre quelques secondes. Ce qu'il fait, c'est qu'il va à l'intérieur de son site rechercher la majorité des sites qui comportent les Alta Vista est un des utilitaires qui actuellement peut utiliser des accents. Donc, Québec, on l'a mis avec un accent ici. C'est ça. Donc, quel site nous a-t-il sorti? Comment on fait pour classer les résultats d'une recherche? OK. Alors, lui, la façon qu'il va faire ça, il va faire les recherches à l'intérieur des sites et il essaie de retrouver les mots qu'on lui a donnés. Et en fonction du nombre de fois qu'il va retrouver les mots, il va classer les sites dans cet ordre-là. Donc, plus il retrouve les mots fréquemment, plus ces sites-là vont ressortir haut dans la hiérarchie des résultats. Et si je regarde ici la fenêtre de recherche, on me dit combien de fois j'ai retrouvé le mot Québec et tout ça. On me dit aussi que j'ai à l'écran le document 1 de 10 et il en a trouvé 2000. Okay? Et par la suite, j'ai la liste des sites là, qui ont été retrouvés. Là. OK. 2000 documents, c'est beaucoup. Quelles sont les astuces que tu peux nous donner pour faire une recherche un peu plus judicieuse? Bien, plusieurs outils vont nous permettre de faire des recherches qu'on appelle poussées. Avec Alta Vista, là, je pourrais venir et cliquer ici sur Advanced Search et là, j'aurai la possibilité de mettre plusieurs critères. Ce qui est important, c'est d'utiliser les termes qui sont précis et de ne pas utiliser de termes généraux, par exemple, comme programme. Programme peut être utilisé pour programme de télévision, Windows, de subvention, Windows, entre autres. Et ce qui est intéressant, c'est de faire une recherche au départ qui est large et par la suite de consulter le résultat pour peut-être utiliser des termes dans le résultat là, qui sont peut-être plus spécifiques à notre domaine. Est-ce qu'il existe des outils de recherche francophones? Oui, c'est intéressant. On a des outils comme Francité, Index et tout ça. Et les gens peuvent y accéder là, via notre site Internet. Là, dans la section archives de Micro-Info. C'est ça, oui. Ghislain, on te remercie. À la semaine prochaine. Ça fait plaisir. On s'amuse avec Yves au retour. Bonjour Yves. Bonjour. Ai-je raison de croire que les vacances sont arrivées en même temps qu'une belle récolte de jeux? Oui, effectivement, François, on a reçu une panoplie de nouveaux jeux cette semaine, très intéressant. On commence par le jeu Apache Longbow. Oui, c'est un nouveau jeu qui vient d'arriver, un jeu d'hélicoptère. C'est un simulateur de vol. Peut-on parler de réalisme dans ce jeu? Oui, bien évidemment. Là, le jeu en tant que tel a été produit par Andy Hollis, qui est le concepteur de Gunship, F-19 Stealth Fighter puis F-15 Strike Eagle 3 de la compagnie Microprose. C'est des jeux très, très connus. Les utilisateurs de ces jeux-là vont se reconnaître. Il y a plus de 20 années de travail par plusieurs personnes qui ont été nécessaires afin de créer Longbow. Il y a près d'une centaine d'années d'expertise de la compagnie Jane qui ont été également mises à profit dans le jeu.
Puis il y a aussi une ingénierie aérospatiale très avancée qui fait de Longbow le simulateur le plus dynamique qui a jamais été réalisé jusqu'à présent. Dans le jeu, tu peux survoler plus de 20 000 km en texture réelle de terrain. Puis il a été en plus, pour ajouter au réalisme, le logiciel a été testé par des pilotes de l'armée américaine pour s'assurer que le logiciel répondait bien comme un vrai hélicoptère. Combien de missions on peut voler avec Longbow? En tout, il y a 5 types de missions qui en regroupent 250. Tu as des missions d'entraînement interactives, tu as des vraies missions historiques, tu as des missions où tu sautes immédiatement dans l'action, tu as un générateur de missions individuelles, puis tu as un mode de campagne qui, lui, regroupe plusieurs missions. Okay. Quelles sont les autres options qu'il y a dans Longbow? Bon, la plus intéressante, c'est celle qui permet de configurer le jeu afin qu'il s'adapte à notre propre style de jeu. Le joueur est à même de pouvoir enlever ce qui n'intéresse pas, puis seulement opérer avec ce que lui trouve qui est encore le mieux, là. On retrouve aussi beaucoup de scènes digitalisées à l'intérieur du jeu. Puis comme dans ATF, bien, il y a un guide de référence de la compagnie Jane sur les appareils qui sont inclus dans le jeu, là, qui est présent. Donc, c'est un outil de référence interactif si des gens veulent se documenter sur l'équipement qu'ils peuvent voir dans le jeu. Selon toi, est-ce le meilleur simulateur d'hélicoptère disponible actuellement? Alors, définitivement. On en a vu plusieurs autres passer dernièrement, mais rien qui peut aller à cheville de ce jeu-là, François. OK. Maintenant, on parle de Settlers 2, un jeu un peu plus rigolo. Oui, Settlers 2, qui est un jeu c'est un jeu de stratégie économique. Puis c'est un jeu qui vient juste de sortir. Il y a déjà eu d'ailleurs un premier Settlers. Justement, pour situer un peu nos téléspectateurs, c'était quoi le nom du premier jeu? Bon, les gens vont sûrement dire que c'était Settler 1, mais c'était le nom Settler 1 en Europe. Mais ici en Amérique du Nord, il s'appelait Surf City. OK. Quel genre de jeu est-ce concrètement? Bon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu de stratégie économique. Le joueur dispose, lui, d'une poignée de survivants qui se sont retrouvés seuls sur une île déserte après le naufrage de leur navire. Puis, avec notre support, ces gens-là doivent bâtir des mines, en extraire des minerais. Il faut cultiver des terres, élever des animaux, chasser et pêcher. Puis, tout ça, en même temps, avec tout ça, il faut développer le commerce entre les différentes îles. Puis, évidemment, il est très difficile de rester en paix lorsque tes voisins ne veulent pas coopérer. Alors, il faut faire face à des attaques par des Vikings, puis des Asiatiques, entre autres, là. En résumé, ce qu'il faut faire dans le jeu, c'est bâtir avec précaution, puis se défendre avec acharnement. Est-ce qu'il y a beaucoup de tableaux dans le jeu? Le jeu comprend 10 chapitres, puis on retrouve à l'intérieur de ces chapitres plusieurs missions connexes. Okay. Selon toi, est-ce que le jeu a vraiment le potentiel pour devenir un excellent jeu de stratégie? Parce que dans le milieu, on a beaucoup de ce type-là actuellement. Oui, mais moi, je dirais, pour plusieurs raisons, je crois que oui. Premièrement, c'est un jeu qui est assez simple d'utilisation. Il n'est pas trop compliqué. Il n'est pas réellement semblable à d'autres jeux qui sont actuellement disponibles. Il regroupe quelques éléments de certains jeux. Moi, je te dirais, en fait, que c'est un bon mix de Warcraft, de Civilisation, puis de Conquest of the New World. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un excellent hit. Tu nous présentes maintenant le jeu Dead Keep de SSI. J'ai remarqué que c'est un logiciel basé sur l'univers Advanced Dungeons & Dragons. Est-ce que c'est un jeu de rôle traditionnel? Non, il s'agit plutôt d'un mélange entre Doom et les donjons dragons traditionnels. Ou si tu veux, c'est plus un genre de hérétique, mais axé un petit peu plus sur le jeu de rôle. Okay. Il y a combien de tableaux dans ce jeu-là? Bon, dans le jeu, on retrouve 25 donjons avec 8 niveaux par donjon, ce qui fait quand même une bonne zone à explorer. Tu as des cavernes glaciales également à explorer. Tu as 3 immenses tours, puis un donjon final qui est assez impressionnant. Est-ce qu'il possède tous les éléments nécessaires pour en faire un excellent jeu? Je pense que oui, malgré que graphiquement, je le qualifie d'un peu ordinaire, là. Je crois que le jeu a un bon potentiel. D'ailleurs, le son est fantastique dans ce jeu-là. C'est un des meilleurs que j'ai entendu. Je crois bien qu'il possède tout ce qu'il faut. Puis en plus, une chose qui est intéressante, les gens m'ont demandé souvent de parler lorsqu'un jeu, on est capable de le désinstaller dans Windows 95. Ce jeu-là l'offre. Okay, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de charger inutilement notre Windows 95 avec des bibliothèques qui ne sont pas nécessaires. Okay. On a un jeu, le jeu violent de la semaine, si on peut l'appeler ainsi, qui est Total Mayhem.
Oui. Ça ressemble à Crusader No Remorse. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à Crusader No Remorse, sauf que Total Mayhem, lui, est multijoueur. On peut le jouer à 2 par modem, par le port série ou par réseau. On peut même jouer jusqu'à 8 joueurs en réseau, mais seulement sur Windows 95 par contre. On ne contrôle pas seulement un personnage, mais bien plusieurs simultanément, un peu comme dans... Syndicate? Syndicate, c'est ça. Excuse-moi, François. Puis finalement, il n'y a pas seulement que des décors intérieurs dans Total Mayhem, mais bien des décors extérieurs, tels une jungle, un désert ou de la neige. Il y a combien de missions, d'armes et d'ennemis différents dans Total Mayhem? Bon, en tout et partout, on y retrouve une vingtaine de missions, 13 sortes d'ennemis différentes, puis des 5 armes assez dévastatrices. À ton avis, est-ce que c'est meilleur que Crusader No Remorse? À mon avis, ça a beaucoup de gueule. C'est un excellent logiciel. Par contre, je ne sais pas. Moi, Crusader No Remorse, tant qu'à moi, est quelque chose qui est difficile à déloger dans mon cœur, malgré que celui-là est multijoueur. C'est peut-être la seule chose qui fait qu'il y a un petit quelque chose de plus que Crusader. Il y a des jeux qui ont eu une baisse de prix vraiment radicale. Peux-tu me parler un peu de ces jeux-là? Oui, ça, c'est encore là, c'est des gens qui m'ont demandé de parler lorsque des jeux avaient des baisses de prix intéressantes, d'en parler, parce que même si c'est des jeux qui sont un petit peu plus vieux, ça demeure des investissements très intéressants. Alors, c'est le cas cette semaine. On parlait justement de Crusader No Remorse. Crusader No Remorse vient de tomber sous la barrière des 25 $ cette semaine. C'est un excellent jeu. On l'a déjà démontré d'ailleurs à l'émission. Ouais, ça vaut la peine à ce prix-là. Bien, moi, je calcule qu'on peut facilement passer une cinquantaine d'heures sur ce jeu-là, puis pour 25 $ environ, ça fait 55 $. C'est pas très cher comme divertissement. Et il y a aussi Fade to Black. Oui, Fade to Black, qui est un peu la suite de Flashback, pour les gens qui connaissent bien ce jeu-là, sauf que c'est en 3 dimensions. Flashback, je suis sûr que tu t'en souviens. Oui, c'est un jeu vraiment très bien, sauf que le problème, quand il était sorti il y a environ 6, 7, 8 mois, les gens n'avaient pas des machines assez rapides pour jouer. Effectivement. Ce qui est le cas aujourd'hui. Mais c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, les gens possèdent la machine, la plupart du moins, possèdent la machine pour faire fonctionner adéquatement ce logiciel-là. Alors, les deux sont sous la barrière des 25 $ aujourd'hui. Et on te remercie. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Au retour, on vous montre comment jouer à vos jeux préférés via Internet. Je suis avec Charles Verrette de la compagnie Jeux via Internet Incorporée. Bonjour Charles. Bonjour François. Vous distribuez le logiciel Kali. Où on peut l'obtenir actuellement? OK. Le logiciel Kali, on peut le trouver sur plusieurs sites FTP. Les sites FTP, on peut les obtenir. La liste des sites FTP, on peut les obtenir à partir de ma page web qu'on voit à l'écran présentement, c'est-à-dire le http://www.qc.autoroute.net/Verrette. Puis à partir de cette endroit-là, on a juste à aller dans la section là, Kali, puis on peut télécharger directement la version partage du ciel. Okay. Oui. Le logiciel Kali, bon, on va distribuer. Comment que ça fonctionne? Là? Comment on joue avec ça? OK. La façon qu'on joue, c'est pas très compliqué. Si on a Windows 95, on download la version pour Windows 95, on fait le setup habituel. Une fois le setup terminé, on a cette page-là ici qui apparaît, puis on a juste à se connecter à un serveur. Pour ce faire, on va ici sur les icônes du haut. On a une icône qui s'appelle Connect. Donc, je clique sur Connect. J'ai une liste de serveurs qui apparaît. En ce moment, il y en a au-dessus de 75. Moi, je choisis celui évidemment que j'utilise le plus, qui est le plus populaire, qui est Castle.net. Je clique, je fais OK. Il se connecte sur le serveur où il y a plusieurs personnes qui jouent. Oui, habituellement, je te dirais qu'en moyenne, il y a environ une centaine de personnes, quasiment à temps plein. Là. Presque sur chaque serveur, il y a beaucoup sur les 4-5 serveurs, les majeurs, là, il y a une centaine de personnes. Okay. Une fois qu'on est connecté, qu'est-ce qu'on fait? OK. Une fois connecté, on a juste à aller dans le chat pour établir une partie, pour établir un... On discute avec les gens pour savoir qui joue, c'est ça. La partie ouverte. Okay. Ça fonctionne un peu comme IRC, si je comprends bien? Oui, c'est le même principe qu'IRC dans le chat. C'est-à-dire, on a des channels qu'on appelle, on a des fenêtres dans lesquelles on peut parler. Okay. J'ai plusieurs icônes ici. J'ai l'icône chat qui me donne la liste des personnes qui sont sur le serveur. Ici, comme on peut voir, si je descends, bon, il y en a quand même plusieurs. Il y a quelques channels ouverts. Alors, on peut discuter avec les gens. Là, on voit les messages qui apparaissent graduellement au fur et à mesure. C'est ça. Puis, qu'on fait pour rejoindre une partie? Mettons, on voudrait jouer il y a beaucoup de... Quel jeu, justement, je joue avec ce type de logiciel-là? Tous les jeux qui peuvent se jouer en multiplayer, multijoueur, peuvent se jouer sur Kali.
Les plus populaires en ce moment, c'est Warcraft 2. Il y a Descent 2, il y a Duke Nukem 3D aussi qui est très, très, très populaire. Command & Conquer aussi qui se joue. OK, donc n'importe quel jeu réseau pourrait se jouer avec KI. Dans le fond, ce qui fait KI, c'est qu'il fait croire au programme que c'est une connexion C'est ça, il simule une connexion IPX Network, une connexion réseau. OK, maintenant, on voudrait jouer une partie à Warcraft 2, par exemple. Comment on procède? Pour Warcraft 2, c'est très simple. On a juste à rentrer dans le jeu, puis dans le jeu, on a une liste de parties qui sont après débuter. Donc, à partir de Windows 95, on va partir Warcraft 2. Exactement. Pour ce faire, moi, je l'ai mis dans les icônes du haut ici. Là. Dans les préférences? Dans les préférences, c'est ça. Donc, c'est un petit peu plus rapide. Si on ne l'a pas mis là, on a juste à aller chercher le petit logiciel. Il y a un patch qui est fait pour ça, qui s'appelle War 2 Kali. On est dans le menu traditionnel de Warcraft 2. Qu'est-ce qu'on fait? OK. On choisit le Multiplayer Game. Voilà. On écrit notre nom, on fait Enter. On sélectionne le type de connexion qu'on veut. Nous, dans ce cas-ci, c'est IPX Network. On se connecte. Dans Warcraft, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un choix de partie ici qui est déjà débuté. Donc, j'ai deux possibilités, soit d'en créer une, ou soit de faire un join, c'est-à-dire d'embarquer avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Okay. Moi, j'en ai créé une. Ici, on a toutes les options qu'on peut sélectionner, dont la race. Puis les cheat codes, habituellement, tout le monde, on les enlève tous. OK, on empêche les gens de tricher. C'est cela. OK. Là, moi, je vais dire qu'on joue à 1 contre 1. Et là, on a une personne qui vient d'entrer. On a vu le mot... c'est son nom, oui. Son nom. Oui, c'est Démonique. Là, dans cet écran-là, on peut communiquer avec la personne. Oui, dans cet écran-là, c'est comme si on était dans un chat ordinaire. OK. OK, donc on peut jaser, on écrit, puis il voit ce qu'on écrit. Okay. Là, on paramètre le jeu, finalement. C'est ça. OK. Là, il s'agit juste d'attendre que quelqu'un vienne... un adversaire. Une fois l'adversaire arrivé, bon, ben, on a juste à faire Start Game. Si tout le monde est prêt, on fait Start Game. La partie commence. Une fois la partie commence, là, une fois que la partie est commencée, c'est comme une partie ordinaire contre l'ordinateur. OK. On est en train de finir de paramétrer le jeu, là. Il y a 4 personnes qui se sont joints et on pèse sur Start en bas, c'est ça? Oui, là, tout le monde a mis son X ici à gauche. Donc, on peut commencer la partie. C'est ce que je viens de faire. Et là, chacun est de son bord, mais on peut faire des alliances dans le jeu. Oui, on peut faire des alliances, on peut jouer tous un contre l'autre, ou 2 contre 2, 3 contre 1, c'est à la discrétion de chacun. Là, des fois, il y a des gens qui vont nous envoyer des messages, ils peuvent communiquer avec nous encore, là. Oui, là, on peut communiquer ensemble, comme tout à l'heure, c'est comme si on était dans le chat. Okay, la façon que ça se fait, c'est qu'on a juste à peser sur le return ici, puis j'écris un mot. En bas, on a le message qui apparaît. Et puis on peut jouer au jeu normalement comme ça. Tous les jeux fonctionnent de ce principe-là. Par exemple, je crois que Descent 2, on peut entrer dans une partie aussi déjà en cours. Oui, l'avantage de Descent 2, c'est que les gens qui ont déjà parti des parties, justement, c'est que si on arrive, nous, on peut commencer la partie. Ou on peut rentrer déjà dans la partie qui est débutée. OK. Contrairement à Warcraft, il faut attendre là, que tout le monde soit d'accord pour débuter la partie. Je me trompe pas en disant que c'est vraiment très populaire actuellement? Warcraft, en ce moment, c'est le jeu le plus populaire. Là. Quand on regarde, là, je te dirais que c'est à peu près 80 à 90 % des gens qui jouent. OK. Si on veut enregistrer notre version, parce qu'on télécharge d'abord la version partagicielle, ouais. Je veux enregistrer ma version. Comment je procède? OK, c'est très simple. On a juste allé à notre page web qu'on a montré tout à l'heure. Dans cette page-là, nous, on a mis une sous-section qui s'appelle « Enregistrement de Kali ». OK? Puis on a juste à suivre les instructions. OK. Ça coûte combien s'enregistrer? OK, c'est 30 $ canadiens. Puis c'est bon à vie. C'est bon à vie. Oui. Donc, à chaque fois qu'il y a des upgrades qui sortent, on a juste à aller se les procurer sur un site FTP. Et puis à ce moment-là, on est correct. Vous nous donnez aussi des versions enregistrées pour nos téléspectateurs? Oui, on a réussi à obtenir 3 versions enregistrées qu'on peut distribuer là, lors d'un tirage. OK. On va probablement faire tirer ça lors de nos prochaines émissions, peut-être à la prochaine tribune téléphonique, justement. Charles, je te remercie. Est-ce qu'on peut vous rejoindre un numéro aussi? Oui, il y a le 843-0600 qu'on peut nous rejoindre. Merci. Ça fait plaisir. Nous vous présentons quelques sites web pour les vacances dans quelques instants. Nous avons donc visité cette semaine des sites web ayant attrait au voyage, au plein air et au tourisme. On vous montre ça. Ghislain nous a montré comment rechercher des sites web pour l'été et les vacances. Nous en avons trouvé quelques-uns pour vous. 2 bases de données québécoises sont à consulter. Il y a carrefour.net qui contient une série de rubriques
par exemple sport et loisirs, et vous aurez un tas de sites web à consulter. Vous avez aussi index.qc.ca, le répertoire du site, qui contient d'autres sections. Vous aimez les sports nautiques? Le site Nautisme Québec est à consulter. Vous aurez des informations sur la Fédération de la voile, la Transat Québec-Saint-Malo, etc. Vous êtes un adepte du golf. Le magazine Golf Online sur Internet contient toutes sortes de rubriques, dont les règlements officiels du golf. Alors, si vous vous chicanez d'habitude, vous devriez avoir les règlements officiels. Vous voulez planifier un voyage? Kilomètre Voyage est une agence de voyage sur Internet. Vous trouverez les différents forfaits qu'ils offrent, comme par exemple, on peut aller sur les îles de la Madeleine. Vous vous intéressez au jardinage? Vous pouvez consulter le site Centre Jardin Hamel. Vous cherchez des bonnes idées pour les jardins intérieurs comme extérieurs, vous visiterez la section Les semences et pour en apprendre plus sur le jardinage, vous pourrez visiter la section Conseils pratiques. Il existe une panoplie de guides touristiques sur le Québec. Par exemple, celui de Québec Web est vraiment très bien fait. Il comporte plusieurs sections pour les touristes amateurs et expérimentés. Vous avez, par exemple, la section Hébergement, où vous trouverez la liste des campings, des hôtels, etc. Présentement se déroule la deuxième tenue du concours Web d'or. Vous pouvez voter pour le site de Micro-Info sur notre page web en cliquant sur « Votez pour nous ». Voici quelques bonnes raisons pour voter pour notre site. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. La semaine prochaine, nous avons une émission d'1 heure avec tribune téléphonique, soyez-y. Vous pouvez aussi envoyer vos messages sur notre répondeur téléphonique au 666-3484. À la semaine prochaine et bonne Saint-Jean-Baptiste.